Frédéric Calandra, bonjour. Bonjour Laurence Kahn. Je vous présente. Vous avez été 12 ans durant, de 2008 à 2020, maire socialiste du 20e arrondissement de Paris, avant d'être battu aux dernières municipales. Il faut dire qu'entre-temps, vous avez rejoint La République En Marche. Vous fûtes également cofondatrice du Printemps républicain. Mais ce matin, c'est à l'actuel délégué interministériel à l'aide aux victimes que vont s'adresser mes questions. Une fonction que vous occupez depuis juillet 2020. Et avant d'évoquer avec vous les différentes actions en matière notamment de prise en charge, de suivi des victimes ou encore le volet mémoriel de votre champ d'intervention avec notamment le projet du futur musée mémorial dédié aux victimes du terrorisme, j'aimerais que vous nous précisiez en quelques mots en quoi consiste le rôle du délégué interministériel à l'aide aux victimes. Alors, le délégué interministériel à l'aide aux victimes anime une équipe qui est chargée de concevoir, de promouvoir des outils d'aide aux victimes. Je précise qu'au départ, évidemment, quand Manuel Valls et François Hollande créent le secrétariat d'État de Juliette Méadel, il est surtout question des victimes d'actes de terrorisme. Petit à petit, on va prendre conscience que, écoutez, il y a d'autres types de victimes qui méritent aussi d'être aidées, et notamment les victimes de catastrophes naturelles, d'accidents collectifs, et les victimes de ce qu'on appelle autres infractions pénales, qui peuvent être également très graves, et notamment, nous travaillons sur les politiques publiques d'aide aux victimes de violences intrafamiliales, les femmes ou les conjoints victimes de violences, les enfants aussi, nous travaillons, mineurs, les mineurs. Alors historiquement, c'est une politique portée par le ministère de la Justice, mais bien sûr l'État français s'est rendu compte il y a déjà un moment qu'il fallait que ce soit interministériel pour être efficace. Alors, le 11 mars prochain aura lieu la 2e édition de la Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, qui sera présidée par le chef de l'État, Emmanuel Macron. L'occasion de dresser un bilan en matière d'aide aux victimes du terrorisme. Depuis les attentats de 2015, leur accompagnement et leur indemnisation ont évolué. Alors, en quelques mots, Frédéric Calandra, que s'est-il passé depuis les attentats de 2015 en matière d'accompagnement et d'indemnisation des victimes du terrorisme ? Alors, pour les victimes du terrorisme, il y a eu des pas importants franchis, même si je rappelle que, notamment grâce à Françoise Rudetsky, la présidente à l'époque de SOS Attentat, dès 1986, et grâce, il faut le dire, au président à l'époque, qui n'est pas président, mais Premier ministre Jacques Chirac, il y a la fondation du Fonds de garantie des victimes du terrorisme, le FGTI, qui s'appuie sur le FGAO, c'est-à-dire sur les assureurs. Alors, ça peut paraître étrange, mais les assureurs des accidents, des victimes d'accidents automobiles. Et ce système fonctionne assez bien. Simplement, depuis 2017, on a beaucoup travaillé on a créé des nouveaux préjudices. On a pris en compte, par exemple, à la suite du Bataclan, le préjudice d'attente de mort imminente, c'est-à-dire le fait que des gens puissent éprouver d'énormes angoisses qui créent des dégâts psychiques extrêmement importants, en plus d'éventuelles blessures physiques, bien sûr. Et donc, ce préjudice de mort imminente a été pris en compte par le FGTI. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les préjudices, mais il y a eu un travail commun des associations de victimes, des associations d'aide aux victimes, de la délégation à l'aide aux victimes, et aussi des avocats spécialisés et du FGTI, qui font que maintenant les victimes d'attentats terroristes sont mieux prises en compte. Il y a aussi, nous avons mis en œuvre, ça va démarrer à l'École nationale de la magistrature, une formation spécifique pour les experts. Voilà. Il y a une réforme que vous suivez donc de près qui concerne donc cette expertise médicale, c'est ça dont vous parliez, expertise médicale des victimes du terrorisme, avec un volet important qui est celui donc de la formation et de l'évaluation des préjudices des victimes d'actes de terrorisme. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez nous définir les enjeux de cette réforme très importante et à quel stade elle en est aujourd'hui ? Alors, les enjeux sont importants en cela qu'il nous est remonté par les victimes elles-mêmes et leurs associations, leurs représentants,
qu'il y avait parfois des expertises médicales qui surajoutaient de la douleur pour les victimes parce qu'elles n'étaient pas toujours bien menées. Il faut comprendre qu'une victime d'actes de terrorisme, au-delà des blessures physiques, est souvent dans un état de grande sidération, de mort psychique d'une certaine façon. Il y a le temps de la reconstruction, de la résilience peut être extrêmement long, peut prendre parfois, hélas, presque toute une vie. Et dans l'appréciation, dans l'expertise, il y a déjà un savoir-être face aux victimes qui est important. Il y a aussi un savoir-faire, c'est-à-dire savoir poser les bonnes questions, savoir détecter. Vous pouvez avoir des gens muets, des gens mutiques qui ne vont pas parler. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont vécu n'est pas grave. Ça veut dire qu'ils sont incapables de l'exprimer. Et il faut savoir détecter cela. Donc il faut des experts médicaux sur le somatique comme sur le psychique qui soient particulièrement formés et aussi qu'il y ait des connaissances, juridiques particulières, parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a des préjudices nouveaux qui sont apparus dans le droit français. Et la France, d'ailleurs, est plutôt en pointe sur ces sujets-là, car, hélas, elle a connu beaucoup d'attentats terroristes sur son sol. Et nous travaillons aussi dans le cadre d'un réseau européen, et voire international, avec l'ONU, bien sûr, pour faire avancer les droits des victimes. Alors, suite aux nombreux attentats de masse, donc vous l'évoquiez à l'instant, qui ont touché la France, les responsables politiques français ont sollicité le savoir-faire israélien en termes de soins d'urgence, notamment apportés aux victimes, ainsi que du suivi du trauma de celles-ci, ainsi que notamment en 2017, Juliette Meadel, qui était à l'époque secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes, s'est rendue en Israël. Alors, que reste-t-il de cette coopération aujourd'hui ? Il reste beaucoup de choses. D'abord, comme c'est pas à vous que je vais apprendre que, au-delà de ces épisodes tragiques, l'histoire de la France et l'histoire d'Israël sont assez intimement liées. Effectivement, hélas, d'ailleurs, on sait pourquoi Israël a une expertise particulière dans ces domaines. Ils ont de très grands médecins qui ont dû apprendre à traiter ces cas particuliers. Ce qu'il en reste, si j'ose dire, c'est le travail aussi qui va être fait dans le cadre du musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Et je dirais que parmi les historiens, notamment Henri Rousseau, qui a été chargé par le président de la République et le Premier ministre à la fois de constituer la mission de préfiguration et puis avec Elisabeth Pelsé, ma prédécesseure, ils viennent là, on vient de prendre l'arrêté de constitution du GIP le 1er février. Henri Rousseau, Denis Péchanski, vous avez des chercheurs du CNRS qui ont, si j'ose dire, le fait d'avoir travaillé sur la Shoah, le fait d'avoir travaillé sur les rescapés des camps, etc., ça donne aussi une expertise et aussi dans la question de l'analyse du sens de l'histoire, du sens politique des choses. Alors justement, est-ce que vous pouvez, puisque vous parliez de ce musée qui est un sujet, un thème important, qui est un musée qui a été annoncé, enfin le projet a été annoncé par le président de la République le 19 septembre, je crois, 2018. Absolument. Donc la France va se doter de ce musée du terrorisme, lancé donc en juin 2020, projet qui a franchi, comme vous le disiez, une étape importante avec la publication au journal officiel de la création de la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les fonctions de ce musée ? Et puis, est-ce que ça va être un lieu de commémoration ? Est-ce que ça va être plutôt un lieu de connaissance ? Ça va être les deux, mon capitaine. Le musée mémorial des sociétés face au terrorisme va être à la fois d'abord un lieu de recueil des archives, notamment tous les témoignages, vous savez, la mobilisation des Français et internationale en hommage aux victimes d'Ozar Hatorah, par exemple, à Toulouse, aux victimes de l'Hypercacher, mais aussi aux victimes de Charlie Hebdo, etc. Tous ces témoignages vont être rassemblés, récupérés, archivés. Ensuite, il va y avoir bien sûr des archives aussi concernant les terroristes eux-mêmes. Il va y avoir un travail d'analyse par des experts. Il y a un conseil scientifique présidé par Henri Rousseau et auquel participent notamment, je crois, Michel Vievorka, Denis Péchanski et d'autres, Rachid Azouz. Madame Bombardier a été aussi dans l'équipe qui a pensé ce musée à l'origine. Ces scientifiques
et notamment du CNRS, qui a mis à disposition des temps pleins pour travailler sur le sujet, vont donner aussi un sens et notamment analyser le sens politique. Il ne faut jamais oublier que la question qui est à l'œuvre, c'est la lutte contre les totalitarismes, le totalitarisme, l'obscurantisme, l'embrigadement, l'islamisme. Ce n'est pas le seul terrorisme, mais l'islamisme est un fascisme. Évidemment, on parlera aussi des autres terrorismes, du terrorisme d'extrême droite, du terrorisme nazi. Il faut établir un lien entre les choses. Il faut établir un lien parce que dans l'histoire, toutes ces choses-là ont un lien, ont un sens. Et il va également être chargé, ce musée mémorial, bien sûr, d'être un lieu de commémoration, d'hommage. Ce sera un lieu où on rendra hommage aux victimes d'actes de terrorisme. Ce sera un lieu de transmission, notamment aux jeunes générations, et d'enseignement. Alors, Frédéric Calandra, juste une dernière question très rapide. Paris a été frappé en janvier et en novembre 2015. Nice en juillet 2016. Toulouse, Montauban en 2012. Où est-ce que ce musée sera implanté ? Alors, c'est un grand débat. Toutes ces villes auraient mérité, on pourrait même imaginer Trèbes, toutes ces villes auraient mérité d'accueillir ce lieu. Le fait est qu'il n'est pas seulement national, il doit être international. Je rappelle qu'il a une vocation, il se veut une vocation universelle et il veut aussi parler aux étrangers. Il sera donc plus probablement à Paris parce que du point de vue des transports notamment, de l'attractivité touristique, voilà, pour des raisons éminemment pratique, c'est plus facile, mais comme vous le savez, trouver un lieu qui est la taille, il faut au moins 4000 mètres carrés à Paris, ça n'est pas une affaire simple, mais nous avons bon espoir d'aboutir très rapidement à trouver ce lieu. Frédéric Calandra, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Très belle journée à vous.